Merci beaucoup d'être venus nombreux pour ce soir. Quelques mots sur moi. Alors, comme mon nom de famille l'indique, je suis de souche alsacienne. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je me suis parti adulte. J'ai quitté l'Alsace uniquement à l'âge adulte. Et donc, je suis hyper content de faire un talk à Strasbourg. C'est la première fois et demie. Moi, je suis en train de monter une startup qui s'appelle Mia en ce moment, qui a pour but de remplacer vos outils de monitoring par des outils de prédiction. Oui, en gros, c'est-à-dire vous shippez votre code, on le teste avant qu'il arrive en prod et on explique pourquoi vos utilisateurs vont bounce out, pourquoi vous avez des bugs. On va prédire vos bugs avant même qu'il y ait du trafic utilisateur. Ça va être super cool. Et avant ça, j'étais staff engineer chez Datadog qui avait racheté une startup dans laquelle j'avais bossé assez longtemps qui s'appelle Screen. Et sur mon temps libre, je suis core committer sur Node.js. Vous pouvez me suivre sur @pauldefet. Imaginez quand j'essaye d'expliquer @pauldefet dans des conférences en anglais. Genre, it's a French pun, don't look about that. Le sujet aujourd'hui, on va parler des prototypes en JavaScript et comment les polluer. Et on va parler aussi des impacts des prototype pollution. Et après, on va parler de comment les éviter. Donc, un talk de sécurité assez clair, thèse, antithèse, foutaise. JavaScript, c'est un langage à peu près typé quand même. Tout le monde dit « ouais, c'est pas typé, et c'est même pas comme Python avec le duck typing ». On a quand même des types qui se baladent un peu à droite à gauche. Donc, l'ensemble des types de JavaScript sont là. On a le type booléen, on a le type objet, on a le type number, on a les big integers, ça c'est super pratique. On a les strings, on a les symboles, et on a undefined. Et tout le reste, c'est des objets. Ce que je veux dire par là, c'est que les objets sont des objets, les string objects sont des objects. Alors ça, c'est un hack. Je vous envoie bien l'aspect du TC39 indigeste si vous voulez savoir à quoi ça sert. Les regex sont des objects, nul est un objet, et bien sûr, les objets sont des objets. Jusque-là, tout va bien. C'est le moment où on va accélérer un peu. Les objets, ils ont des méthodes. Et là, on prend un objet foo1 et il a la méthode hasOwnProperty. Cette méthode nous permet de savoir si l'objet a une propriété propre. Donc, on dit hasOwnProperty foo et il nous répond true. Cependant, quand on fait foo1 hasOwnProperty, il répond false. Parce que hasOwnProperty n'est pas une propriété de l'objet foo1, c'est une propriété du prototype. C'est une propriété qu'on trouve sur le prototype de l'objet. Alors, en fait, je veux dire le rendu des slides là, pouf. C'est une propriété du prototype. Alors, les prototypes, c'est en JavaScript une propriété d'un objet, on va dire que c'est ça. En fait, quand une méthode n'est pas disponible sur un objet, une méthode ou une propriété, quand vous demandez sur un objet à accéder à une méthode ou une propriété, avec point ou crochet, si elle n'est pas présente sur l'objet en lui-même, on va regarder si elle est présente sur le prototype de l'objet. Et si elle n'est pas présente sur le prototype de l'objet, on va regarder sur le prototype de l'objet. Et si elle n'est pas présente sur le prototype de l'objet, on va regarder sur le prototype de l'objet. Alors, c'est pas une boucle infinie, je pense qu'on doit pouvoir en faire une boucle infinie. L'autre jour, je me suis réveillé en pleine nuit en me disant « Tiens, si on faisait une boucle infinie, est-ce que ça casse tout ?» Probablement. Mais en fait, c'est une prototype chain et pas une prototype loop. Et donc, il y a une fin. Mais si une propriété ou une méthode, ce qui est à peu près la même chose en JavaScript under the hood, n'est présente sur aucun élément de la chaîne de prototype, et bien alors on return undefined. Pour les obsédés de la perf, vous vous rendrez compte que si vous avez une prototype chain trop longue, et bien ça peut prendre du temps de calcul de vérifier si vous avez quelque chose. Alors, prototype chain, on va en reparler rapido. Il y a plusieurs façons de définir le prototype d'un objet. À gauche, par exemple, vous voyez qu'on fait une fonction constructeur, et à la ligne 8, on lui associe un prototype, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appellera new sur la fonction définie à la ligne 7, eh ben les objets créés par ce constructeur vont avoir le prototype défini à la ligne de 8 à gauche. À la ligne 15, on définit une classe avec la nouvelle grammaire, la grammaire ES6. Et ben là, le prototype, il est un peu pas très clair, mais par exemple, la méthode base définie à la ligne 16 va être présente sur le prototype des objets créés avec le constructeur de la classe CL. Et à la partie de droite, vous voyez à la ligne 8, on utilise une méthode assez sympa qui s'appelle setPrototypeOf,
qui, comme son nom l'indique, permet de set le prototype off d'un objet. Donc vous prenez un objet et vous pouvez set son prototype arbitrairement, comme ça. Il y a aussi la méthode getPrototypeOff. Je vous laisse deviner ce qu'elle fait ou vérifier MDN si c'est trop compliqué. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est des moyens d'hériter de propriétés et de ne pas avoir à les partager. Parce qu'un des gros intérêts des prototypes aussi, c'est qu'un objet, il va être unique dans votre heap, dans votre mémoire. C'est-à-dire que le prototype défini à la ligne 8 à gauche, ben, il n'existe qu'en un seul morceau. Il n'y a qu'une seule instance de cet objet qui prend de la place en mémoire. Et donc quand vous allez appeler la méthode bar, eh ben, il n'y a qu'une seule instanciation de la méthode. Alors que si vous mettiez les mêmes propriétés, alors c'est moins vrai pour une méthode, mais si vous mettiez le même string sur plein d'objets, eh ben, à chaque fois vous prenez de la place en mémoire. Pas tout à fait vrai parce qu'il y a l'internalization. Mais mon talk sur les internals des moteurs JavaScript, c'est pas celui-là. Ça va, j'ai perdu encore trop personne. Alors comment on accède au prototype depuis un objet ? Parce que je vous ai dit, c'est un objet, donc en fait, on peut peut-être récupérer une référence pour y aller. Donc, si on regarde à la ligne 13, on a myItem.hasOnPropertyShowProp, qui est défini dans le prototype de la classe myClass. Comme vous pouvez le voir, j'ai une imagination débordante pour nommer les objets et les classes. Elle n'est pas présente. Par contre, si on fait object.getPrototypeOfMyItem et qu'on fait hasOnPropertyShowProp, et bien là, il est présent, parce que object.getPrototypeOf vous retourne le prototype d'un objet. Je pense que personne n'a autant dit prototype sur un seul slide. Alors après, on a underscore proto underscore. Si vous regardez sur MDN, il y a marqué c'est déprécié. Le jour où ils arriveront à l'enlever des navigateurs, l'Internet sera cassé, ce sera le premier signe de la venue de l'Antéchrist, et 4 cavaliers traverseront la place Kléber pour tout mettre à feu et à sang. Sincèrement, j'espère avoir passé de vie à trépas bien avant ça. Et un dernier moyen d'accéder au prototype, on peut le faire par constructeur. Quand un objet est créé via un constructeur, il y a une référence vers son constructeur qui se balade. Et comme je vous le rappelle sur le slide précédent, on a vu que le prototype, c'était une propriété du constructeur, en fait, qui s'appelle prototype. Et ben on fait myitem.constructor.prototype.hasOnPropertyShowProp, et ça retourne le tout. Et comme je vous le disais, les prototypes, bah, du coup, c'est du comparaison par référence, ça va être le même objet. Donc si je crée deux objets à partir de la même classe, et ben leur prototype, il va être triple égaux entre eux. Ok, maintenant on va les polluer, on va en faire des trucs un peu sales. Prototype pollution. Une prototype pollution, ça apparaît quand un arbitrary payload, un objet qui vient de quelque part, complètement arbitraire, contrôlé par un malicious attacker, qui est passé à la codebase JavaScript, est capable d'aller écrire des propriétés ou des méthodes sur la chaîne de prototype d'un ou plusieurs objets. Ça a l'air compliqué. Donc, ça arrive généralement quand tu utilises une fonction de merge. Alors pourquoi? Je vais vous le montrer dans le slide suivant, arrêtez de m'interrompre. Et c'est des méthodes qui sont hyper populaires, les fonctions de merge, parce qu'en fait, c'est compliqué de merger deux objets récursivement en JavaScript. Et donc, on utilise des fonctions qu'on va chercher dans des librairies. Et ben, ces fonctions, elles sont daubées. Par exemple, on va prendre Huck, que dans le Haut-Rhin, ils appellent hack. Oui, j'ai dit qu'il fallait mettre une blague sur le Haut-Rhin dans le slide. Ça fait mouche. Donc on prend la version, on apprend Huck en version d'avant 4.2.1, donc on prend la version 420, et on crée un malicious payload, qui est un string qui contient underscore proto oops it works, c'est un JSON, hein, et on crée un objet A. Voilà, on prend l'objet A. Et après, d'abord on log a.oops, et bien ça marque undefined, on n'a pas de propriété oops sur A. Parce que A, c'est l'objet vide. Et là, on va faire Huck.merge, et on va mettre un objet vide. Oui, je suis toujours sur ma blague sur le haut. Hein, et on va mettre un objet vide et JSON.parse de notre malicious payload. C'est-à-dire que sur la ligne 5, il n'y a aucune présence de A. Et bien, par effet de bord, après ce call, A.oops va retourner it works. Et ça, c'est pas joli, hein. Et en fait, c'est à cause d'une mauvaise récursion. Parce que merge, il a dit, je vais aller chercher dans le prototype, parce qu'on lui a dit de merger. Donc on lui a dit de merger, il a dit, je vais merger récursivement. Et comme on lui a dit, merge en passant par le chemin proto, il va dire, le chemin proto, il existe.
Donc je vais prendre la valeur de proto sur l'objet. Donc il arrive sur le prototype global dont héritent à peu près tous les objets. Et il lui rajoute la propriété oops, it works. C'est-à-dire que tous les objets qui n'ont pas une propriété oops ou qui n'ont pas une propriété oops dans leur chaîne de prototype entre l'objet et le top prototype de object, eh ben, quand on va demander oops, ça va remonter récursivement jusqu'à l'objet tout en haut qui a la propriété it works à cause de la fonction de merge. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire pareil avec map, filter et compagnie? Je crois pas. Parce que j'ai lu quelque part, j'ai vu ça avec les students du sujet, et justement j'ai vu que les mecs avaient réussi à faire un truc, il faut que je trouve l'article, ils avaient réussi à faire le truc avec Map. Justement, il y avait des librairies qui avaient fait des trucs avec map, filter et compagnie. Ouais. Donc en fait, ça foutait un bordel sans nous, vous en avez pour ça, pas. En fait, quand on cliquait, ils se retrouvaient avec dans le package la fonction qui était complètement buggée. Ouais. Ah oui, alors oui, pour le stream, on parle de est-ce qu'on peut overrider map. Oui, bien sûr, en fait, j'avais mal compris la question. Tu peux mettre le nom d'une méthode standard, en effet, map, filter, has on property, et la remplacer par un string ou par un autre objet. Et donc, ça va faire crasher la heap, parce que tu vas faire object is not a function. Oui, oui, tout à fait. Autre exemple, dans une librairie que vous connaissez un peu plus, Lodash. Et bien là, on crée un objet, on met constructor. Alors pour Hook, il y a une raison pour laquelle on doit utiliser JSON.parse. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail tout de suite, mais globalement, là, on peut prendre un objet, constructor prototype isAdmin. Pareil, on crée un objet B, il n'a aucun lien avec la choucroute. On fait underscore.merge, un objet qui n'a rien à voir, le payload, et after that, isAdmin est true. Et donc ouais, on peut mettre un nom de méthode. Et du coup, on remplace la méthode par un string, un booléen. Une regex. Non, pas une regex, parce que ce n'est pas des serialisables. Mais... et Lodash, bah, c'est quand même un module vaguement populaire. Hein. Donc virtuellement, il y avait plus d'une production JavaScript qui était impactée par Lodash. Hein. Alors les impacts, alors oui, c'est rigolo parce que c'est une vulnérabilité qui a été disclose par un chercheur québécois. En 2018, moi je gérais le bug bounty pour tout NPM à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'avais eu accès au truc assez rapidement. À l'époque, en fait, on ne savait pas vraiment quels étaient les impacts. On trouvait ça chelou que les gens puissent, depuis l'extérieur d'un serveur Node ou en répondant à une requête à un front-end, changer des choses dans tous les objets d'une instance de JavaScript. On n'était pas encore sûr de l'impact que ça allait avoir. Mais on a réussi, alors je peux vous en parler après, c'est plus un sujet pour un talk de sécurité, c'est comment on a pris la décision de déclarer que c'était une vraie vulnérabilité à partir de nos littératures et nos previous knowledge. Donc entre 2018 et 2022, il y a eu 193 CVE. CVE, c'est les Common Vulnerability and Exposure. C'est un format standard pour disclose des vulnérabilités dans du software de façon mondiale. C'est à l'origine un projet du gouvernement américain. Et maintenant, Airbus en publie, Thales en publie, etc. Et tout ça est standardisé et stocké dans un endroit unique. C'est assez pratique quand vous cherchez des vulnérabilités dans du software. Des vulnérabilités connues, j'entends. C'est une base de données de vulnérabilités connues. Et on a une remote code execution dans Kibana et une remote code execution dans Parse Server. Remote code execution, ça veut dire exécuter du code arbitraire sur le serveur d'une application. Alors on va regarder ce qui se passe. Donc dans Kibana, c'était assez rigolo. Kibana, en fait, il y a des serveurs Node derrière, Node.js. Et pour des tasks longue durée qui risquent de bloquer l'event loop, il spawn un child process. C'était avant les workers. Et Node, quand on spawn un child process, il va partager les variables d'environnement du process parent avec les process enfants. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il va le partager via un objet JavaScript dans l'API de Node. Et il y a une variable d'environnement qui s'appelle Node Option qui vous permet de passer des flags à toutes les instances de Node qui ont cette variable d'environnement. Donc plutôt que de faire Node -- quelque chose, vous faites Node Option égale -- something, et après vous faites Node votre exécutable. C'est hyper utile pour l'instrumentation, etc. Et donc en fait, il y avait une prototype pollution dans Kibana et quelqu'un avait prototype polluté Node Option en mettant le flag -e qui permet d'exécuter du code JavaScript
depuis la ligne de code. Donc vous faites node-e, ben, un script, ça va exécuter le script. Et donc là, ça faisait, à chaque fois qu'un process node démarrait, ben, ça exécutait le code inscrit dans la prototype pollution, en remote. Donc en fait, vous aviez accès à une interface de Kibana, vous pouviez commencer à exécuter du code arbitraire sur le serveur. Ça a été fixé, bien sûr. Nous, on a fixé côté Node en interdisant l'usage de -e dans Node Option. Il n'y a plus de moyen d'exécuter, enfin, plus de moyen que j'ai le droit légalement de donner, d'exécuter du script inliné avec Node Option. Et Kibana, bien sûr, ils ont fixé leur prototype pollution. Donc ça, c'était pas mal. La deuxième RCE dont j'ai connaissance, elle est aussi très rigolote. Pars, c'était une start-up qui fabrique en fait, qui fabriquait quelque chose comme, vous savez, ces back-end as a service où pour le mobile, vous poussez des données, vous récupérez des données, ça gère les users et vous écrivez vraiment ce que vous voulez dedans et derrière, c'est du NoSQL, dans le cas présent du Mongo. Comment ça s'appelle chez Google, leur produit qui fait ça déjà ? Voilà, Firebase, merci. Voilà, donc c'était un Firebase open source qui a été racheté par Facebook/Meta et ils l'ont tué. Donc maintenant, il reste le projet open source. Mais globalement, c'est un front pour une API web sur MongoDB. Et c'était vulnerable to prototype pollution. Jusque-là, tout va bien, parce qu'on a vu que l'attaque en elle-même, elle n'est pas si méchante. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et là, ça a utilisé Bison.js. Et Bison.js, ça permet en fait de sérialiser des objets dans Mongo et des fonctions aussi. Mais vous en faites pas, elles ne sont pas désérialisées par défaut quand vous récupérez l'objet, puisqu'il y a l'option eval function qui doit être flaxée à true pour que les fonctions soient désérialisées quand vous allez chercher quelque chose dans la base de données. Du coup, il fallait prototype pollution eval function, ce qui fait que sur tous les objets du process, objet.evalfunction retournait true, parce qu'ils n'avaient pas testé que c'était bien égal à true, ils n'avaient pas mis le défaut à false en plus, ils avaient mis le défaut à undefined. Et donc voilà, remote code execution. Bon alors comment on en empêche ça la partie la moins drôle. Bon déjà on fixe les librairies de merge, on empêche les récursions sur proto, sur constructor et tout le tintouin. C'était déjà pas mal. Après, en fait, il y a aussi du code défensif à faire. Si vous regardez la code base node, par exemple, on se bat contre les... il y a un moyen de se défendre contre les global pollution, c'est-à-dire quelqu'un qui a accès au code et qui va aller overrider map, filter, etc., mais même par des autres fonctions, en sens que la code base de node, au démarrage du process, va aller faire des copies de toutes ces fonctions. Et dans le code de node en lui-même, on n'utilise que ces copies de fonctions qui ont été faites bien avant que n'importe quel code soit exécuté et qui sont gardées de manière privée, donc il n'y a que nous qui y avons accès. Il n'y a que la code base node qui a accès à ces primitives. Et après, voilà, faut faire du code défensif, utiliser has-on property et vérifier que les propriétés que vous cherchez, si vous avez besoin qu'elles soient sur l'objet, partez du principe qu'elles peuvent être dans l'héritage, donc cherchez. Il y a aussi une alternative que j'aime bien qui s'appelle object.create. Object.create est une méthode qui permet de créer un nouvel objet en fournissant le prototype. C'est comme faire new sur une classe vide en fait, hein, mais en fournissant le prototype en argument. Et donc en fait, vous pouvez faire object.create nul, c'est-à-dire que votre objet il va avoir aucune des méthodes globales, il ne va pas avoir has-on property, mais il va avoir du coup aucun prototype et donc il ne va pas être vulnérable à la prototype pollution. Sanitization, ça c'est plutôt pour du back-end, vérifiez ce qui rentre dans votre app. Laissez pas rentrer des payloads avec constructor, underscore proto, n'utilisez pas par serveur. Oui, j'ai dû l'instrumenter, c'est dégueulasse. Et donc voilà, faites attention à ce qui rentre dans votre codebase et ne trustez pas les inputs extérieurs. Conclusion, voilà, monitorez, vous pouvez disable underscore proto dans Node.js, mais ça risque de péter les choses. Utilisez des prototypeless objects. Et one more thing, en janvier, il y a un chercheur saoudien, je crois, qui a publié un papier en montrant que l'attaque était aussi possible dans certains cas en Python, en class pollution. C'était extrêmement intéressant à lire. Je vous laisse le Google, c'est très lisible, hein, c'est très abordable, du même niveau que cette presse. Quelques slides, restons en contact. Vous avez mon adresse email, mais surtout mon Twitter. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé pendant ces slides. Je prends une ou deux questions ou on passe au talk suivant? On prend les questions, ouais. Ok, eh ben, je vais prendre quelques questions du coup. Si c'est sur ma barbe, je réponds aussi. Okay. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'il y avait une question dans la salle? Ouais.
C'est pour le stream, il faut qu'on ait les... Du coup, je parle doucement. Vas-y. Ok. Alors du coup, la question ce serait, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un utilisateur qui utilise une librairie A, qui elle-même utilise une librairie B, qui elle-même utilise une librairie C, dont la version correspond à une version problématique? Bah déjà, si tu sais que la version est problématique, t'essayes d'update. Et si rien ne marche, bah là, il faut trouver des moyens alternatifs, comprendre de quelle fonction tu as besoin. Généralement, quand on utilise une librairie, on n'utilise pas toutes les fonctions de la librairie, à moins que ce soit ton framework, auquel cas j'ose espérer qu'il patch. Et donc, il y a toujours des alternatives à ces fonctions. On peut même aller voir le code, récupérer la méthode et la vendorer dans ta code base après patch, si vraiment il n'y a pas de patch de fixe fourni. Parce que souvent, ce genre de cas, c'est des choses qui arrivent quand on lance un truc du genre, je lance un audit et puis je me retrouve sur une dépendance transitive au 4e degré d'une librairies et là, ça devient vite problématique. Et en plus, tu sais même pas si la méthode vulnérable est appelée. Exactement. Et ça, c'est un gros mise dans le marché. Alors, je fais de la R&D en research, en security, en supply chain security chez Datadog pendant quelques mois. Et oui, ça, c'est un vrai topic parce que c'est dur de détecter si une méthode vulnérable est appelée. Et le marché a été floudé par les sneaks et autres qui expliquent que le code vulnérable, c'est la mort. Donc je sais qu'il y a des boîtes qui travaillent un peu dessus, j'ai pas trop le droit d'expliquer le reste parce que je suis encore tenu secret parce que c'est des boîtes publiques sur les marchés américains. Mais je sais pas s'il y aura des très bonnes solutions dans un futur proche, donc à part éviter les libs et sneak around, j'ai pas de très bonnes solutions et j'en suis désolé. Merci. Je prends les insultes aussi. Rinois qui veut dire quelque chose? Non, dans le chat, il n'y a personne? Parfait. Non, merci beaucoup. super, avec plaisir.